Quelle joie de vous voir ce matin, si nombreux à Menton pour le lancement de la campagne de Xavier Bec et de Nicolas Moretti dans cette 4e circonscription. C'est un moment important pour notre pays, celui où nous allons choisir finalement l'avenir, le destin de notre France, cette France que nous aimons, que nous avons chevillée au cœur. Et puis moment important aussi pour cette circonscription, pour cet est du département des Alpes-Maritimes, qui va choisir demain celui qui représentera ce territoire à l'Assemblée nationale. C'est un moment aussi, comme vient de le rappeler Xavier, autour de Xavier, comme vient de le rappeler Jean-Claude et Nicolas, c'est ce passage de témoin entre Jean-Claude Guibal, votre formidable député, et celui qui va lui succéder. Alors je veux dire bien sûr à Jean-Claude Guibal, à la fois mon amitié, ma reconnaissance pour l'action qu'il a conduite au service de cette circonscription à l'Assemblée nationale, où il a porté une voix forte, compétente, exigeante, respectée, estimée. Et sur beaucoup de sujets, la voix de Jean-Claude Guibal a souvent éclairé notre groupe, et notamment sur les questions internationales. Je veux lui dire aussi ma reconnaissance pour l'engagement, l'investissement qui a été le sien, aux côtés de chacune et chacun des citoyens de cette circonscription, de chacune et de chacun des maires, des élus. Il a été un parlementaire remarquable à l'Assemblée nationale et en même temps un élu de proximité. C'est ce qui fait, c'est ce qui façonne, c'est ce qui forge les députés de qualité, les meilleurs sans doute. Être présent à l'Assemblée nationale, être compétent, être exigeant pour faire la loi, parce que c'est la fonction d'un législateur, d'un parlementaire. Et je sais que vous avez souvent été choqués en regardant ces images d'un hémicycle au 9/10e vide. Eh bien vous avez eu un député présent, actif, entreprenant en chaque circonstance, et en même temps un parlementaire présent sur ce territoire. Alors, Jean-Claude Guibal, dans le cadre de ce nouveau contexte législatif, cette loi sur le cumul des mandats, qui est une loi hypocrite, qui est une loi qui va couper les territoires de l'Assemblée nationale, a fait un choix. Et ce choix, il le fait en préparant en même temps l'avenir et en passant le témoin, le relais, à un homme de très grande qualité, que je connais, que j'apprécie, que vous connaissez, que vous appréciez, Maître Xavier Bec. Xavier, vous pouvez l'applaudir. Xavier est d'abord un homme de conviction. Nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes idées. Nous avons partagé dans ce cadre, au service de nos idées, en promouvant nos idées, les mêmes combats. C'est un gaulliste. Il a été, comme moi, toujours dans la même famille politique, celle d'une droite claire et forte, celle d'une droite qui aime la République, qui aime la liberté, qui aime l'autorité, une autorité qui protège et une autorité qui rassemble. Jean-Claude l'a dit avec humour et avec vérité. Il a été aussi député de cette circonscription en 1995 à 1997, et il a aussi représenté avec talent cette circonscription. Et puis, je voudrais vous parler aussi de l'élu que je connais le plus, celui qui siège à mes côtés dans l'Assemblée départementale, qui siège à nos côtés, puisque nous avons avec la sénatrice Colette Giudicelli, que je salue, avec Anne-Marie Dumont, avec Auguste Vérola, vice-président du département, avec Sabrina Ferrand, que je n'oublie pas comme je l'ai fait hier à ma permanence, que je remercie et
qui est avec Xavier les deux élus de ce canton de Beausoleil-Villefranche, mon cher Gérard, avec Gilbert Marie, qui a été ce brillant conseiller général de Breil, avant que, il y ait ce redécoupage aussi voulu par ce gouvernement, qui supprime les cantons ruraux parce qu'il n'aime pas la ruralité, parce qu'il n'aime pas les villages et qu'il a une vision uniquement urbaine de notre société, faite de grandes métropoles qui installent cette fracture entre les territoires où on a d'un côté les villages et où on a d'un autre côté les territoires urbains qui auraient tout. C'est une vision qui a incarné, qui a porté ce pouvoir socialiste, et d'ailleurs qui n'est pas étrangère aux résultats du Front National dans ces zones rurales, qui ont le sentiment aujourd'hui, malgré tout l'engagement du département, d'être un peu délaissés par l'État, par le pouvoir central. Alors, ensemble, nous siégeons avec Xavier Bec. Il est le président de la commission des finances du département des Alpes-Maritimes et il accomplit dans ce cadre une mission essentielle. La première, la plus exigeante, celle de gérer l'argent public. L'argent public, c'est le vôtre. Il y a souvent ces discours où les élus du haut des tribunes revendiquent telle ou telle réalisation à force de superlatifs. J'ai fait ci, j'ai réalisé ça, j'ai bâti, j'ai construit. Non, n'oublions jamais que c'est vous qui avez bâti, qui avez réalisé, qui avez construit. Parce que tout ce qui est fait, l'est fait avec de l'argent public. Et l'argent public, il ne tombe pas du ciel en pluie fine, ou pas plus, il pousse du sol sous une forme de génération spontanée en culture hors sol. Non, l'argent public, c'est le vôtre. C'est le fruit de vos impôts, de vos cotisations, du travail de toute une vie, de votre épargne. Et cet argent public dont vous nous avez confié pour le temps donné et limité voulu par la démocratie, il exige, il impose des devoirs à votre égard. Il ne donne aucun droit, il impose des devoirs, celui de le gérer avec efficacité, avec efficience, avec transparence, avec intégrité naturellement. Eh bien, c'est ce que nous avons fait au département des Alpes-Maritimes, et Xavier Bec en a été, et il en est, un acteur essentiel. C'est aussi un gage de compétence, faire 100 millions d'euros d'économies sur les dépenses de fonctionnement chaque année, réduire, comme nous l'avons fait depuis 2 ans, la dette de 90 millions d'euros, ne pas augmenter la fiscalité, là où les socialistes nous ont accablés d'impôts, 50 milliards d'euros de plus, relancer l'investissement, comme nous l'avons fait cette année, soutenir les communes, parce que nous avons fait des économies fortes, et Colette le sait, elle qui gère le personnel, 5100 fonctionnaires quand j'ai été élu, 4300 aujourd'hui, c'est 25 millions d'euros d'économies par an. Et est-ce que quelqu'un s'est aperçu que le service public départemental était affaibli? Lorsque nous avons supprimé 500 véhicules de fonction, lorsque nous avons divisé par 4 les dépenses de communication, eh bien ce sont autant d'économies qui ont pu être consacrées à l'investissement, à soutenir les communes. Lorsque nous avons mis en place une brigade de lutte contre la fraude sociale, qui nous a permis de radier avec Auguste Vérola 5000 personnes qui n'avaient aucun droit ni aucun titre pour bénéficier du RSA et qui jusqu'à maintenant étaient sans contrôle, nous avons économisé 37 millions d'euros. Et tout ça nous a permis d'investir, de bâtir, de construire des collèges, des routes, d'aider les communes. Et c'est un point essentiel qui relie l'action au conseil départemental et au profit des communes. Xavier Bec. Xavier Bec, c'est un maire, le maire de Cap-d'Aille, et c'est un gestionnaire au département. Et il a été l'acteur à la fois de cette solidarité territoriale qu'incarne le département et que demain il va incarner à l'Assemblée nationale. Ce matin, il y a beaucoup de maires qui sont ici, qui le soutiennent et que je salue. Jean-Marc Rancurel, Michel Lautier, Cyril Piazza, Jean-Jacques Raphaël qui est ici, Jean-François Dietrich, Roger Roux, le professeur Christophe Trojani, Jean-Pierre Vassalo, Stéphane Cherki, Patrick Césari, Albert Philippi qui sont là, j'en oublie peut-être d'autres, mais tous ces maires, je salue Jojo Guilardi, l'ancien maire de Breil, tous ces maires, ils incarnent la force de ces territoires. On a aidé depuis 2009 5600 dossiers communaux pour 500 millions d'euros de subventions. On n'a pas baissé l'aide aux communes, messieurs les maires.
vous le savez. Et ce résultat, nous l'avons obtenu parce que nous avons fait des économies par ailleurs. Et ça aussi, c'est l'action, c'est l'image, c'est l'engagement de Xavier Bec. Il faut des élus compétents. Sa compétence, il a prouvé. Il a prouvé au département, il a prouvé à la tête de sa commune, il a prouvé au barreau de Nice. Oui, Xavier Bec, avec Xavier Bec, vous aurez l'assurance d'avoir un député proche de vous, un élu de ce territoire, un élu expérimenté et un élu compétent. Vous savez, on vit un moment un peu étrange, un peu particulier. Hier, M. Macron recevait à huis clos, mais il y avait quand même un journaliste, puisque tout est insincère dans ce qui est fait, il nous dit que c'est à huis clos, mais il y a les photos, il y a le texte de son discours ce matin dans le journal du dimanche. Donc il recevait les candidats En Marche pour leur expliquer en 24 pages à quoi consistait le métier de député. On leur apprenait à être député. Alors c'est vrai qu'il y a du travail à rattraper parce que ce sont les députés qui ont été choisis sur Internet. Vous savez, c'est un peu comme la loterie. On envoie et puis on est tiré au sort. La prochaine fois, ils seront tirés au sort. Là, ils ont été choisis après une candidature sur Internet. Sur aucun critère de compétence. Sur aucune compétence ou une exigence particulière. Alors, on a assisté dans ces choix, puisque le critère de compétence n'a pas été naturellement appelé au premier rang des éléments de la sélection, à des sélections particulièrement étranges. D'abord, il y a eu le recyclage des socialistes, puisque dans la première liste d'investiture, 24 députés socialistes sortants ont été investis. Il n'y en a pas un des républicains. On nous dit c'est la grande ouverture, 24 députés socialistes dans la première liste. Et puis après, il y a ceux qui sont dissimulés. Tous les collaborateurs de M. Hollande qui se recasent. Et Jean-Claude a eu raison de souligner ces images. On les avait déjà vues le 8 mai, où M. Hollande avait généreusement caressé la nuque de son petit poulain, qu'il avait lancé avec succès. Il était tellement fier. C'est naturel qu'il soit content, puisque M. Macron a été son conseiller économique, son ministre de l'économie, tellement efficace. 6,5 millions de chômeurs, 2200 milliards d'euros de dettes, c'est-à-dire 33 000 euros pour chacune et chacun d'entre vous, 9 millions de pauvres, des entreprises qui n'ont cessé de voir leurs portes se refermer en laissant des ouvriers, des employés sur le carreau, comme c'est le cas encore cette semaine, des déficits commerciaux qui atteignent des niveaux records, un déficit budgétaire toujours au niveau le plus élevé d'Europe, et en même temps 50 milliards d'euros d'impôts. Ça c'est un bilan exemplaire. Remarquable. Quelle compétence, quel talent, quelle modernité. Je crois qu'on doit s'incliner devant un tel bilan. On doit surtout, mes amis, être vigilants. Être vigilants parce que ces investitures et ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout simplement la supercherie en marche. Ça veut dire qu'on va continuer. On a changé la façade. Un petit peu, c'est vrai, elle est un peu plus mince, un peu plus moderne. Mais l'arrière-cour et les bas-fonds, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes acteurs. Donc si vous avez aimé M. Hollande pendant 5 ans, eh bien vous allez adorer M. Macron. Parce que ce sont les mêmes. Et les amis, ce qui est en jeu dimanche aussi, c'est la nécessité de faire échouer cette stratégie qui n'est autre que la volonté de continuer au travers un autre visage la politique des socialistes et de M. Hollande. Alors oui, il faut se réveiller, il faut se révolter, il ne faut pas laisser faire ça. Il faut avoir cette force pour demain dénoncer cette supercherie. Et puis on voit ces candidats, voilà, ces candidats. Alors, candidat En Marche dans la 4e vient de Grasse. Bon, et puis il y a des candidats qui ont échoué partout. On nous dit viennent de droite. Oui, peut-être. Enfin, c'est ceux qui, depuis 40 ans, veulent être candidats à toutes les élections.
et qui au mieux généralement ont fait 1%. Alors là, ils pensent que sur Internet, ils ont tiré le gros lot. Vous ne serez pas dupes, les électeurs ne seront pas dupes. Être député, ça nécessite un enracinement, ça nécessite une expérience, ça nécessite une connaissance du terrain, ça nécessite une compétence pour demain voter des lois, pour porter des amendements, pour défendre des projets. Voilà, on ne devient pas un député hors sol, comme ça, sans avoir rien prouvé, sans avoir rien démontré. C'est ce que nous propose aujourd'hui M. Macron. Eh bien, nous ne le laisserons pas faire, et vous ne le laisserez pas faire ici, dans cette 4e circonscription des Alpes-Maritimes, en portant à l'Assemblée nationale Xavier Bec et Nicolas Amoriti. Et vous le ferez sur des bases claires, parce que ce qui se passe aujourd'hui, cette espèce de confusion qu'on entretient et que rappelait opportunément Jean-Claude tout à l'heure, ce n'est pas le signe de la modernité. Là encore, on nous dit « Oh, c'est extraordinaire, la gauche et la droite qui vont enfin travailler ensemble ». Mais quelle est la réalité? Que fait M. Macron depuis son élection? Il a un objectif, c'est détruire la droite républicaine, c'est détruire le centre, c'est détruire un courant de pensée qui est installé en France depuis la Révolution, comportait des figures majeures comme le général de Gaulle. C'est dire demain, qu'est-ce que veut M. Macron? Qu'il y ait une espèce de conglomérat où il n'y aurait ni conviction ni valeur, hors sol, sans culture, sans identité, puisqu'il estime que la France n'a pas de culture, n'a pas d'identité, n'a pas d'histoire, ou alors il est un révisionniste de cette histoire, et en même temps nous dire que en face, il n'y aurait plus que les extrêmes. Ce que veut M. Macron, c'est une république où il serait lui seul face aux extrêmes. Eh bien ça, nous ne le voulons pas. Nous ne le laisserons pas faire, parce que demain, si on va sur ce chemin, la fois prochaine, on aura au pouvoir le Front National. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Il faut qu'il y ait à l'Assemblée nationale, une majorité de droite et du centre. Nous avons choisi nos candidats, 577. Nous l'avons choisi, ces candidats qui vont porter un projet de redressement basé sur la liberté, un projet de restauration de l'autorité républicaine pour mieux protéger nos concitoyens, pour mieux lutter contre le communautarisme et le terrorisme islamiste, pour mieux faire en sorte que la justice soit dissuasive contre les délinquants. C'est ce que nous voulons aujourd'hui. Eh bien, ce projet, c'est le nôtre, c'est celui que nous allons défendre sur des bases claires et non pas sur la compromission où on agite un petit secrétariat d'État ou en marocain devant le nez de tel ou tel qui serait alléché par l'odeur et qui se précipiterait en marchant ou en courant vers le poste qu'on lui propose, comme l'a fait M. Bayrou dans la honte de cette compromission et de cette trahison habituelle. Mais quelle sera cette majorité demain? Il y aura justement M. Bayrou. Alors on ne sait pas s'il aura 120 ou 100 candidats aux élections législatives. Il y aura les recyclés de M. Hollande. Et puis il y aura quelques personnes qui sauront aller chercher une place, un poste. Mais c'est ça la modernité? Non, ça c'est le passé. Ça c'est la 4e République. Ce sont les poisons d'un système politicien auquel le général de Gaulle avait voulu mettre fin en dénonçant, rappelez-vous, ceux qui faisaient leur petit feu sur leur petite cuisine dans les arrière-cours. Ça, c'est de la tambouille politicienne. Ça, c'est pas de la modernité. C'est tout le contraire de la modernité. Alors oui, il faut vous mobiliser sur un projet clair. Vous avez un candidat, des candidats talentueux. Nous avons un projet avec des mesures très précises et Xavier les développera, mais j'en retiendrai qu'une sur les questions économiques. N'oubliez pas, regardez là aussi les projets. La campagne présidentielle s'est faite sur tout sauf sur les projets. Nous n'avons pas parlé de la situation de la France. Nous n'avons pas parlé des menaces auxquelles notre pays est confronté. Nous avons parlé des costumes de M. Fillon. Nous avons parlé des emplois de tel ou tel. Et pendant ce temps, on est passé à côté de l'essentiel. C'était naturellement voulu, c'était naturellement l'objectif. Ne pas parler du bilan des socialistes, ne pas parler des projets, il n'y en avait pas. Donc on a fait une campagne de communication, on a fait une campagne sur l'émotion,
on a fait une campagne sur les rancœurs, on a fait une campagne sur les calomnies, sur la manipulation, sur la diffamation. Et on a laissé à 400 000 voix cet entre-soi entre M. Macron et Mme Le Pen. Au total, un président élu par défaut, avec des circonstances exceptionnelles et particulières. Jamais autant d'abstention, jamais autant de votes blancs ou nuls. Jacques Chirac, 62% contre Jean-Marie Le Pen des inscrits en 2002. M. Macron, à peine 42%. 20 points de moins. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'adhésion. Et c'est légitime. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'élan. Alors, la vraie campagne, elle est maintenant. Parlons du fond. Parlons des projets. Parlons des idées. Parlons du programme économique. Opposons-les, confrontons-les, jugez-les. Vous avez d'un côté M. Macron et ses candidats qui nous annoncent comme première mesure l'augmentation d'1,7 point de la CSG. Vous allez me dire, 1,7 c'est pas grand-chose. Non, c'est pas 1,7%. C'est 1,7 points de plus qui vont se rajouter aux 6 points de CSG. C'est-à-dire, c'est plus de 20% d'augmentation. 21 milliards d'euros de plus par an sur la CSG. 21 milliards d'euros de plus. Alors, on nous dit, et l'honnêteté me conduit à le dire parce que je suis un homme de vérité, oui, mais en contrepartie, il y aura la diminution des charges sociales qui pèsent sur les salaires et notamment des cotisations chômage qu'acquittent les salariés. C'est vrai, mais c'est à peine 15 milliards d'euros. Donc il y a 21 milliards d'euros d'un côté et 15 milliards de baisse de l'autre. Mais en plus, et surtout, ce n'est pas pour tout le monde. Parce que la baisse des cotisations chômage, elle ne concernera pas les retraités. Donc les retraités vont payer plein pot l'addition. Et l'addition, elle sera lourde. Elle sera lourde pour quelqu'un qui a une retraite. Un couple qui a une retraite de 1 000 euros par mois, ça sera 500 euros de moins par an. Il faut le savoir, il faut le dénoncer. Et nous, qu'est-ce que nous opposons? En même temps, ne seront pas concernés par la baisse de ces cotisations les artisans, les commerçants et les fonctionnaires. Ça fait quand même beaucoup de monde. Ça veut dire que certains vont payer beaucoup plus. Et nous, ce que nous proposons à l'inverse, c'est un contre-choc fiscal. C'est redonner du pouvoir d'achat aux Français. C'est baisser tout de suite, dès le mois de juillet, de 10% l'impôt sur le revenu. C'est supprimer l'ISF. C'est ne pas sanctionner les propriétaires. Monsieur Macron, comme Monsieur Hollande, n'aime pas les propriétaires. Il nous dit on va transférer la fiscalité de l'ISF sur l'immobilier. On nous dit supprimer une partie de la taxe d'habitation, mais elle va aller où? Puisqu'il va falloir compenser, sans doute sur la taxe foncière. Donc ce sont les propriétaires qui vont payer à nouveau. Et ça, il faut le savoir. Et ça, il faut le dénoncer. Donc il y a des différences. On nous dit vous êtes tous pareils. Non, il y a des différences majeures sur les questions économiques. On n'a pas le même programme. L'un, c'est un programme qui va encore accroître la fiscalité, qui ne va pas réduire les dépenses publiques, qui sont la cause de l'augmentation de la fiscalité. L'autre est un programme qui va faire des économies, comme on l'a fait au département, parce que le préalable pour baisser les impôts est de diminuer les dépenses publiques. Nous avons le taux record de prélèvements obligatoires parce que nous avons aussi le record au monde des dépenses publiques dans notre pays. Donc c'est tout cela qu'il faut faire. Et en même temps sur le projet aussi, et je m'attarderai quelques secondes là-dessus, il faut combattre le communautarisme islamiste. Monsieur Valls, ce matin, dans une interview, toujours au journal du dimanche, disait avec une forme de lucidité, même s'il a sollicité en suppliant le soutien de M. Macron, ce qui quelque part n'était pas très digne de sa part, mais il nous disait, alors je ne sais pas si sa parole a été volée ou pas par le journaliste, mais il nous disait oui, sur les questions économiques on est à peu près d'accord, mais ce qui m'inquiète c'est sa position sur la laïcité, sur le communautarisme islamiste. Et là, il y a de grandes différences. Et il faudra que Macron se réveille. C'est Valls, lisez-le, cet article qui dit ça ce matin. C'est vrai qu'on a des doutes. C'est vrai qu'on a des inquiétudes. Lorsque M. Macron, depuis Alger, mon cher Gilbert, dit que la France a été complice de crimes contre l'humanité en Algérie,
que la France a commis des crimes contre l'humanité. C'est une indignité absolue. Est-ce que les militaires qui ont combattu en Algérie sous les couleurs de l'armée française, est-ce que les appelés du contingent, il y en a eu 2 millions, est-ce que nos frères pieds noirs qui étaient en Algérie jusqu'en 62 ont commis des crimes contre l'humanité? C'est une ignominie de dire ça. Mais ce n'est, je crois, hélas, pas une faute. Ce n'était pas une erreur, c'était pas une parole qui a dérapé. C'était quelque chose de très délibéré, de penser, d'imaginer. Pourquoi? Pour rechercher un électorat ici. Un électorat qui est communautarisé. Et un électorat qui présente des menaces pour la République. Parce que regardez la nation française comme l'addition de communautés ethniques ou religieuses, c'est déjà fragmenter la nation. C'est déjà l'exposer à des menaces extrêmement graves et extrêmement lourdes. La France, elle est unique. C'est une nation, ce n'est pas l'addition de communautés. Si on regarde tel ou tel citoyen en fonction de son origine ou en fonction de sa religion, on va accepter demain que certaines lois religieuses soient supérieures aux lois de la République. Eh bien, nous ne l'accepterons jamais. Nous n'accepterons jamais, Nicolas, qu'un patient vienne à l'hôpital en choisissant le sexe de son médecin parce qu'il ne pense pas, il a des convictions religieuses qui s'imposent aux lois de la République. Non, ça, nous ne l'acceptons pas. La République, elle ne se sert pas à la carte, elle est unique. Aucune loi religieuse ne devra être jamais supérieure aux lois de la République. C'est ça aussi qui nous oppose à ceux qui demain portent cette majorité. Alors oui, vous voyez, il y a des différences, il y a des personnalités compétentes face à d'autres qui n'ont aucun repère, aucune racine, aucune expérience. Il y a un projet qui est courageux, qui est ambitieux, qui est audacieux. On a un leader, François Baroin, qui demain, si nous avons la majorité, deviendra le Premier ministre. Alors moi, j'ai envie de donner, peut-être de façon un peu manquant d'humilité, à M. Macron un conseil. S'il veut tellement un Premier ministre de droite, eh bien que nous lui donnions cette chance, élisons une majorité de droite à l'Assemblée nationale, et M. Macron aura un ministre de droite. Mais un vrai, pas un défroqué, pas quelqu'un qui sera allé à la soupe. Voilà, nous voulons la clarté, nous voulons la clarté. La politique a besoin de vérité, elle a besoin de clarté, elle a besoin de ligne droite. On ne varie pas, moi je n'ai jamais varié sur mes convictions, sur mes valeurs. Certains ne les partagent pas, c'est le droit dans une démocratie, certains les contestent. C'est là aussi la première des libertés, de débattre, de confronter des idées, on n'est pas tous d'accord, les électeurs changent. Mais quelle idée de la politique de changer de camp parce que la majorité changerait? Quelle conception, quel regard nos citoyens, nos concitoyens vont porter sur ces gens qui n'ont pour seul repère que la boussole qui tourne au rythme du vent? Mais c'est ça la noblesse de la politique, ce n'est pas ma conception de la politique. Je l'ai dit, je préfère perdre avec mes idées que gagner avec celles des autres. Alors oui, ici, il y a de la fidélité. Vous aurez un choix simple. Vous aurez un choix simple. Et je veux dire aussi, et je veux m'adresser à tous les électeurs pour conclure, il n'y a pas des électeurs qui seraient plus respectables que d'autres. Mais je parle, et je veux parler aux électeurs qui ont voté Marine Le Pen au premier et au second tour de l'élection présidentielle. Ce sont des électeurs qui, pour moi, sont tout aussi respectables que ceux de M. Mélenchon, que ceux de M. Macron ou que ceux de M. Fillon. Il n'y a pas des citoyens de seconde zone. Soit il y a un parti qui est interdit en France, soit il y a un parti qui peut se présenter aux élections. Il n'y a pas d'autre débat. Mais je dis aux électeurs du Front National qu'ils ont fait le mauvais choix en votant pour Mme Le Pen. Parce que Mme Le Pen a démontré, notamment lors du débat, son incapacité viscérale à incarner un espoir pour la France, son incompétence totale. Comment aurions pu l'imaginer présidente de la République? Ceux qui ont voté pour le Front National ont exprimé une colère, ont exprimé aussi l'insatisfaction très forte de plus en plus de Français d'être laissés sur le côté du chemin. Ils ont exprimé aussi
la conséquence du bilan du Parti socialiste. Regardez dans l'histoire, le Front National n'a jamais été aussi haut que lorsque les socialistes ont été au pouvoir. 5 années de Jospin ont conduit au 21 avril 2002. 5 années de Hollande ont conduit au 23 avril 2017. C'est ça la réalité. Mais regardez la réalité du Front National. Qu'est-ce que Madame Le Pen peut apporter ?